Bonjour et bienvenue à tous donc sur cette visioconférence sur le financement de l'adaptation. Nous sommes en partenariat avec la structure Adaptia, Movadom et Familizen et ces visioconférences sont financées par la Conférence des financeurs des Hauts-de-Seine avec le concours de la CNSA. Donc de mon côté, pour vous présenter un petit peu tous les parties prenantes de ce projet de visioconférence, je suis Gwendoline Cotrez et je propose effectivement des visioconférences pour les retraités gratuites chaque semaine. Alors le jeudi matin, ça dépend. Là, cette semaine, on est sur le jeudi matin, mais on a chaque semaine des visioconférences à des horaires qui peuvent être différents effectivement. Et je vais laisser Valérie se présenter. Donc là, je peux reprendre le contrôle peut-être. Tu peux juste te présenter toi en discutant et puis après Constance se présentera et tu reprendras le contrôle juste après. Ok, donc moi je suis Valérie Morin, je suis assistante sociale, je suis diplômée d'État maintenant depuis près de 20 ans et j'ai fondé un cabinet qui est le cabinet Imago et qui propose du conseil et de l'accompagnement social qui est autant dédié aux particuliers que possiblement aussi aux salariés d'entreprise. Super, merci beaucoup Valérie. Constance, je te laisse la parole. Bonjour, donc moi je suis Constance Leblanc, cofondatrice d'Adaptia, qui est un réseau national d'ergothérapeutes. Nous intervenons au domicile des personnes des seniors pour donner des conseils dans l'amélioration du lieu de vie afin de faciliter l'autonomie et permettre que vous puissiez rester chez vous le plus longtemps possible en sécurité. Merci Constance, et puis on va te redonner la main juste après. Et Pascal Massias, donc qui n'est pas présent aujourd'hui, mais qui est très partie prenante de ce projet et qui propose un accompagnement individuel au déménagement dans l'Allier. Donc Movadom, nous, c'est notre sujet de prédilection, le changement de domicile. Si vous souhaitez participer à d'autres visioconférences, vous pouvez vous inscrire via ce lien movadom.eventbrite.com. Vous aurez effectivement beaucoup de visioconférences accessibles gratuitement chaque semaine. Donc, n'hésitez pas à aller regarder les différents thèmes et c'est accessible à tous et gratuit. Donc, Constance, si tu le veux, je te laisse reprendre la main. Alors, hop, là, c'est bon. Donc, juste pour vous présenter rapidement le rôle d'un ergothérapeute. Donc, un ergothérapeute est un professionnel paramédical qui a pour but d'aider la personne à conserver et à retrouver son autonomie dans les actes de la vie quotidienne. C'est-à-dire que conserver, aujourd'hui, vous êtes en capacité de faire encore plein de choses chez vous et ça, c'est une bonne nouvelle. Et par contre, il faut essayer de continuer à les faire le plus longtemps possible, mais sans prendre de risques pour autant. Retrouver, c'est qu'il y a peut-être des activités qui sont devenues compliquées et que du coup, vous vous empêchez de faire. Et par le biais d'aides techniques ou d'aménagement, peut-être qu'on peut trouver une solution pour que finalement, à nouveau, vous puissiez faire ces activités. Donc, l'ergothérapie a une approche globale de la perte d'autonomie et de son évolution. Nous sommes formés au handicap, à la perte d'autonomie et à l'habitat, ce qui permet d'avoir du coup un regard vraiment global sur la personne en elle-même, ses capacités, mais aussi son environnement architectural, puisque du coup, les préconisations qu'on va faire vont être adaptées de manière personnalisée ou au poste de travail, ou voilà, en tout cas à l'environnement architectural et aussi l'environnement familial, puisqu'on prend aussi en compte le fait si la personne vit seule ou si elle est en famille ou autre. Nous avons donc la connaissance sur les maladies et leur évolution, ce qui permet de faire des préconisations à long terme, donc ce qui est intéressant pour notamment le domicile, parce que quand on aménage par exemple une salle de bain, ce sont des frais qui sont assez importants. Et du coup, le fait qu'il y ait l'intervention d'un ergothérapeute permet d'avoir tout de suite un regard sur un aménagement qui soit adapté encore quelques années après.
Et donc, comme je l'ai précisé, nous intervenons sur le lieu de vie, puisqu'en fait, nous personnalisons les préconisations en fonction de la personne elle-même et de son environnement. Donc, juste quelque chose à retenir. Pour rester chez soi, en effet, il faut être en bonne santé, ça c'est indéniable. En revanche, il faut aussi que l'environnement soit adapté. Ça, c'est vraiment très important aussi. Donc, sécuriser le domicile et l'adapter en fonction de vos besoins. Ce n'est pas en fonction des besoins du voisin, c'est en fonction de vous. Voilà, merci beaucoup. Et bon, bonne présentation, Valérie. Merci. Alors, je vais du coup prendre le... Oui, la Valérie, tu peux reprendre le contrôle effectivement pour passer sur ta partie. Merci beaucoup, Constance. Alors, donc comme je me présentais tout à l'heure, donc moi je suis donc Valérie Morin, je suis effectivement assistante sociale. Donc j'ai exercé pendant pas mal d'années dans des milieux institutionnels jusqu'à ce que je fonde en fait donc ce cabinet qui est le cabinet Imago et donc qui propose de l'accompagnement social et qui travaille notamment en partenariat avec la plateforme Adaptia. Donc, mon rôle et ma mission, évidemment, c'est d'intervenir auprès de tout un chacun qui rencontre des difficultés dans son quotidien. Donc, consolider et restaurer le lien social, ça, c'est le fondement de l'accompagnement social. Là où il se fragilise, donc quel que soit le champ dans lequel ce lien se fragilise, que ce soit en lien avec la vie professionnelle, la vie familiale, un problème de santé, un problème d'endettement, tout ce qui est, voilà, tous ces champs-là diversifiés qui sont d'ailleurs la plupart du temps très transversaux les uns aux autres. Donc, ça se traduit par des actions très concrètes, comme évidemment une bonne connaissance de la situation de chaque personne vivant une situation particulière et spécifique, mais aussi avoir du coup aussi une bonne connaissance des dispositifs sociaux, financiers, qui va permettre et faciliter donc la mise en action de certaines démarches. Donc, l'accompagnement social qui est proposé, évidemment, est un accompagnement social global, mais qui peut aussi être un petit peu plus ciblé et être un peu plus spécifique. Et de fait, nécessite parfois aussi de travailler en collaboration avec tout un panel de professionnels, donc travailler en réseau avec tout un panel de professionnels qui vont avoir des spécificités un peu plus ciblées et pour répondre au mieux aux besoins des personnes qui nous sollicitent. Donc là, je vais vous présenter, et c'est l'objet de mon intervention ce matin, vous présenter plus en détail les dispositifs de prise en charge concernant l'adaptation du domicile. Alors, l'adaptation du domicile, on en parle beaucoup parce que la prise en charge d'un point de vue médical ou médico-social, elle est de moins en moins institutionnalisée. Et donc, se fait souvent sur un versant de plus en plus soit ambulatoire, mais évidemment sur aussi la nécessité d'un maintien à domicile. Et donc, forcément, le panel d'offres dans le cadre de ce maintien à domicile, lui, est de plus en plus diversifié, évidemment, de plus en plus externalisé. Donc, il y a tout ce qui est intervention d'aide à domicile se distingue quand même sous deux grands axes. Il y en a d'autres, mais les deux grands axes principaux sont les aides humaines et les aides techniques. Donc évidemment, je le disais à l'instant, ce sont des dispositifs qui sont multiples et très variés, qui vont nécessiter aussi une adaptation des dispositifs de prise en charge financière qui vont aller de pair avec tous ces dispositifs d'aide à domicile, qui vont prendre... Pardon. Oui, on a été coupé peut-être. Qui vont prendre plusieurs formes. Bon. Soit, ça fonctionne. Soit des aides subventions, soit sous forme de prêts. Évidemment, certains dispositifs sont cumulables et d'autres pas, mais je vais vous les présenter un petit peu plus en détail. Donc, le premier dispositif que je vous présente là, c'est celui de la MDPH, qui est la Maison départementale des personnes handicapées,
qui est un gros mastodonte administratif, mais qui, parmi tout le panel des offres et prestations, enfin, en tout cas des offres proposées, il y a ce qu'on appelle la prestation compensatrice du handicap, donc qui va cibler plus spécifiquement justement toutes les aides qui peuvent être, et donc la prise en charge qui va avec, qui peuvent être mises en place à domicile. Donc la MDPH, elle est évidemment plus ciblée pour les personnes qui ont moins de 60 ans, sauf si vous avez été déclarée personne handicapée avant 60 ans, donc si l'invalidité est déclarée avant cet âge, ou si vous êtes en activité, toujours en activité professionnelle après 60 ans. Dans ce cadre-là, oui, effectivement, vous pouvez relever de la PCH. Alors, pourquoi? Il faut au moins présenter 2 difficultés graves, alors dites graves, c'est-à-dire dans la réalisation des actes de la vie quotidienne et qui se définissent soit définitivement, c'est-à-dire à moyen ou long terme. Donc, exemple, ne plus être en capacité de pouvoir se déplacer seul, ne plus être en capacité de pouvoir se laver, faire sa toilette, ne plus être en capacité de s'orienter, se repérer, avoir des difficultés aussi à s'exprimer. Donc, comment solliciter la PCH? Évidemment, en constituant un dossier près de la MDPH. Ce dossier est constitué de 2 volets, un premier volet administratif et un premier volet médical. Sont également demandés des justificatifs de votre situation et notamment de votre domiciliation, puisque maison départementalisée, ça veut dire que dans chaque département, il faut pouvoir justifier d'être attaché à la MDPH de votre département. Une fois que le dossier, lui, a été réceptionné par la MDPH, il est évidemment enregistré, traité. Il passe en commission, c'est une commission qu'on appelle la CDAPH, pour être validé. Donc, le plan d'aide qui est sollicité par le biais de la PCH passe en commission, puis en validation. Et c'est la DASES, donc là aussi départementalisée, qui octroie le financement, qui peut du coup être attribué soit directement à la personne qui sollicite la PCH, soit au prestataire qui, lui, fera bénéficier la personne elle-même de la prestation d'aide dont elle aura besoin. Alors, un autre dispositif qui existe également, c'est évidemment celui du Conseil général, plus communément le dispositif de l'APA, qui est l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc, cette allocation, elle cible essentiellement de l'aide humaine, de l'aide technique, mais ça peut être aussi de l'aide au transport, comme l'aide pour tout ce qui est travaux d'aménagement du domicile. Elle est destinée à des personnes qui ont plus de 60 ans, qui sont présentes avec une perte d'autonomie qui est plutôt classifiée entre le GIR 1 et le GIR 4. Il faut savoir que la perte d'autonomie, en règle générale, se classifie entre GIR 6 et GIR 1. GIR 6, ce sont des personnes qui ont une toute petite perte d'autonomie, voire une perte d'autonomie ponctuelle, GIR 6, GIR 5. À partir de GIR 4, on commence à rentrer dans une perte d'autonomie qui est un petit peu plus importante, en tout cas qui va s'installer dans le temps et qui du coup va nécessiter un panel d'aide un petit peu plus étoffé. Donc là, en l'occurrence, dans le dispositif de l'APA, ça cible plutôt des personnes qui sont entre GIR 1 et GIR 4. C'est sans condition de ressources, ça veut dire que quelles que soient les ressources que vous avez, vous pouvez solliciter l'APA. Par contre, l'APA, en fonction de ce que vous avez, va déterminer un taux de participation et donc du coup un taux de reste à charge pour la personne qui sollicite l'APA. Alors, donc là, pareil, comment constituer le dossier? Eh bien, en fait, dans le dossier de l'APA, comme pour le dossier de la MDPH, il y a 2 volets, un volet administratif et un volet médical. Alors, certains départements rendent facultatif le volet médical, même si c'est
plutôt appréciable qu'il y ait des éléments médicaux qui justifient de la perte d'autonomie, mais pour certains départements, ce n'est pas obligatoire. Et une fois que le dossier est enregistré, il y a un évaluateur qui est souvent, ce sont souvent 2 personnes d'ailleurs, qui se déplacent à domicile pour évaluer le plan d'aide de la personne qui est demandeuse. Et ensuite, ça passe en validation, validation qui est octroyée par une commission d'attribution. Je vous présente maintenant le dispositif de la CNAV. Alors, il y a la CNAV qui est la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui, elle, dispose de plusieurs dispositifs. Le premier qui est l'ARDH. L'ARDH, c'est l'allocation de retour d'hospitalisation. Donc, elle est destinée plus spécifiquement aux personnes donc, qui sont retraitées de plus de 55 ans, qui évidemment sortent d'hospitalisation, comme son nom l'indique, qui, à contrario par rapport à l'APA, présente plutôt une classification GIR, GIR 5, GIR 6, c'est-à-dire qui ont une toute petite perte d'autonomie ou qui, du moins, ont cette perte d'autonomie de façon ponctuelle. Et comme l'APA, c'est pareil, c'est soumis à conditions de ressources. Donc, on peut solliciter la RDH si on répond aux critères précités. Mais en tout cas, la RDH peut être octroyée en fonction des ressources de la personne. Donc la RDH, en général, est sollicitée pour des petits travaux, barres de soutien, téléalarme. Ce sont généralement des aides temporaires. Il y a évidemment des aides humaines également, mais ce sont plutôt des aides temporaires qui sont attribuées pour 3 mois maximum. Donc ça veut dire que si au bout de 3 mois, vous êtes toujours demandeur de ces aides-là, votre situation est réévaluée et éventuellement rebasculée sur un autre dispositif qui, lui, va s'inscrire un petit peu plus dans le temps en fonction de vos besoins. Et le montant maximum des aides attribuées est de 1 800 €. Donc, on reste quand même sur des aménagements, on va dire, moins quantitatifs. Alors, de la même façon, on constitue un dossier. En règle générale, les demandes émanent des centres hospitaliers d'où sort la personne, puisqu'il faut sortir d'hospitalisation pour pouvoir prétendre à la RDH. Donc, on sollicite un service évaluateur qui vient vous rencontrer à domicile. Le laps de temps est assez rapide, qui valide avec vous le plan d'aide. Et une fois que le plan d'aide est validé, l'aide vous est octroyée assez rapidement. Alors, il faut savoir que tant le dispositif de la MDPH, donc la PCH, que le dispositif de l'APA, comme le dispositif de la RDH ne sont pas cumulables entre eux. Donc, c'est soit l'un, soit l'autre. Mais ça ne peut pas être les deux, voire les trois en même temps. Alors, un autre dispositif qui fait également partie de la CNAV, c'est le dispositif Bien vieillir chez soi. Donc ça, c'est un dispositif qui concerne toute personne qui est retraitée de la CNAV, c'est-à-dire que vous pouvez, en fait, il faut que votre retraite principale, donc votre retraite la plus importante, soit issue de la CNAV. Vous pouvez avoir d'autres retraites qui soient issues d'autres caisses, mais il faut en tout cas que votre retraite principale soit issue de la CNAV. Il faut avoir plus de 55 ans et connaître des difficultés, évidemment, dans la vie quotidienne, qui vont donc nécessiter soit l'intervention d'aide humaine et ou l'aménagement du domicile. Et bien entendu, tout ce qui est de l'ordre de l'aménagement du domicile sera dédié à votre résidence principale. Donc, comme je le sous-entendais à l'instant, ça définit évidemment des interventions d'aide à domicile, des achats de petits matériels type réhausseur de toilette, siège de douche, barre d'appui, mais également de l'aide à l'habitat sur des travaux un petit peu plus conséquents, donc travaux d'aménagement, remplacement de chauffage, isolation, revêtement de sol, accessibilité au logement.
Alors, le process est toujours le même. Il faut pouvoir constituer un dossier. Alors là, par contre, à contrario, on ne vous demandera pas d'éléments médicaux. En tout cas, le dossier en lui-même, lui, n'en dispose pas. Donc, c'est un dossier administratif qu'il faut pouvoir constituer auprès de votre caisse régionale d'assurance vieillesse. Il y a une visite toujours sur le même principe que le DAPA ou le dispositif de la RDH. Donc, il y a une visite qui est faite par un évaluateur. En général, ils sont deux, un travailleur social et parfois une infirmière, ça peut arriver, mais en général, c'est plutôt une équipe de travailleurs sociaux qui se déplace à domicile et qui vient évaluer vos besoins concrètement et évaluer le plan d'aide donc, qui sera le vôtre. Et ensuite, le plan d'aide, lui, est validé évidemment par la CNAV. Donc là, toujours pareil, ce dispositif, comme les autres, ne sont pas cumulables entre eux. CNAV à part, donc Conseil général, MDPH, encore une fois, c'est soit l'un soit l'autre, mais pas tous en même temps. Alors, il y a un autre dispositif qui est aussi très intéressant, qui est celui de l'Agence nationale de l'habitat, qu'on appelle l'ANA, qui propose un dispositif qui est Habiter facile. Alors, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. Ce dispositif, en fait, est une passerelle qui se fait en lien avec des dispositifs comme Bien vieillir chez soi de la CNAV, comme l'APA du Conseil général, mais aussi la PCH de la MDPH. Donc, c'est tout à fait compatible avec les précédents dispositifs que je vous ai présentés. Donc, c'est destiné aussi bien à des personnes qui sont handicapées que retraitées. Évidemment, il faut pouvoir vivre dans son logement et ou en être propriétaire, donc locataire, mais en tout cas y vivre. Vivre dans un logement qui, lui, a plus de 15 ans. C'est soumis à conditions de ressources, ça je vais vous le présenter par la suite, et dans une certaine limite du montant des travaux. Donc ça veut dire qu'il y a un plafonnement au montant des travaux proposés. Donc ça concerne essentiellement donc, des travaux d'aménagement, mais aussi des travaux d'adaptation, remplacement d'une baignoire par exemple, installation d'un monte-escalier. Par contre, les travaux, eux, ne peuvent pas être inférieurs à 1 500 €. Donc autant il y a un seuil, mais il y a aussi un plafond. Alors, là aussi, c'est pareil, il faut pouvoir constituer un dossier. Donc, il n'y a pas d'éléments médicaux qui sont demandés. Par contre, dans les éléments qu'il faudra transmettre auprès de l'ANA, il faudra quand même justifier du fait que vous avez un besoin et ce besoin, lui, fera partie d'une évaluation comme celle que, par exemple, Adaptia, donc les ergothérapeutes d'Adaptia pourra effectuer au préalable de façon à ce qu'on puisse effectivement expliquer que s'il y a des travaux d'aménagement, c'est parce qu'il y a un besoin par ailleurs. Donc pour autant, le dossier, lui, est essentiellement un dossier administratif qui est constitué, adressé à la DRIL, donc qui est la Direction régionale de l'habitat, du logement et de l'habitat, et qui sera traité par la DRIL, validé par la DRIL, et qui financera également par la suite. Valérie, j'ai une petite question. Est-ce que, parce que effectivement, ça fait beaucoup de dossiers à préparer, de papiers administratifs, j'imagine, à récolter. C'est un peu la... Oui, c'est ça. Comment est-ce que c'est des choses que toi ou une assistante sociale de ville peut-être pouvait accompagner? Parce que c'est vrai que c'est quand même, ça semble assez complexe. Oui, 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 tout à fait. D'autant plus qu'il faut pouvoir arriver à faire le tri entre ce à quoi on peut prétendre, Oui. différents critères d'éligibilité à ces différents dispositifs. Donc oui, bien sûr, moi, c'est quelque chose que je fais fréquemment avec les personnes qui me sollicitent dans ce cadre-là et dans cette mission spécifique. Oui, oui, ça, c'est bien entendu. Ça, moi, je le fais avec les personnes.
D'accord et est-ce qu'aujourd'hui les visites à domicile, sont, possibles? Comment est-ce que tu fonctionnes? Comment est-ce que ça fonctionne aujourd'hui avec, ces problématiques de confinement qui bloquent un petit peu tout aussi, hein? Oui. Alors, oui, effectivement. Alors après, on est quand même dans une mission, d'aide à la personne, Mmh. et que dans le cadre professionnel, on a quand même une marge de manœuvre qui est plutôt intéressante, même si effectivement les circonstances actuelles et la crise sanitaire, a posé un confinement donc qui est plutôt restrictif, mais qui ne l'est pas tant que ça dans la pratique professionnelle, ce qui nous permet quand même et dans la prestation que l'on propose, de pouvoir continuer à se déplacer auprès des personnes, évidemment en respectant toutes les Bien consignes, sûr. barrières, toutes les consignes de sécurité qu'on connaît bien j'ai personne, mais nous, on a quand même encore cette facilité à pouvoir être dans un rapport de proximité avec les gens qui en ont besoin, entendre, leurs sollicitations et pouvoir continuer à les accompagner. Alors si on est dans des circonstances où ça n'est pas possible pour une raison ou pour une autre, on peut toujours le travailler à distance, en Ouais. visio comme, je suis en train de le faire là ce matin. Ou autrement, mais enfin, on trouve toujours des moyens de communication, et d'échange pour, arriver à accompagner les personnes au mieux. Oui, c'est ça, parce que c'est vrai que ces moments ne doivent pas bloquer des Non. projets et un maintien à domicile qui est possible et qui peut être mis en place. Oui, oui. On a une question de Mélanie qui nous dit, comment peut-on accéder à ce dossier? Alors j'imagine c'est le dossier, de l'ANA, Habiter facile. Où est-ce qu'on peut aller chercher son dossier? Alors en règle générale, on le trouve assez facilement en téléchargement, sur internet ou même je crois que le site de l'ANA le laisse à disposition. Très bien. C'est pas, voilà. Par contre, il y a 2 types de dossiers, hein, puisque, comme vous l'aurez compris, le dossier de l'ANA, d'abord il faut être occupant de son logement, mais c'est surtout si on n'est pas propriétaire de son logement, il faut le soumettre à son propriétaire, quel que soit le bailleur, que ce soit un bailleur social ou un bailleur privé. D'accord. Donc et évidemment, quand on touche à l'aménagement du domicile et qui plus est sur des un peu conséquents, il faut évidemment l'aval quand on n'est pas propriétaire de son propriétaire. Donc quelle que soit la nature, du propriétaire, encore une fois, que ce soit un bailleur social ou un bailleur privé. Donc ce sont des dossiers qui sont destinés aux propriétaires. D'accord, très bien. Alors, il y a des questions qui commencent à arriver, parfait. Quel délai d'instruction? Ah bah là, c'est une question, pour les différentes aides. Est-ce que, tu as voilà, je pense avec Alors ton expérience, oui, l'habitude est on va dire que l'administration qui est la plus longue, mais vraiment la plus longue à traiter les dossiers, ça reste la MDPH. oui, Quand on monte un dossier, alors après, les travailleurs sociaux, nous, on a quand même cette facilité parfois, de solliciter, des dispositifs en urgence. oui, Ce qui est le cas donc de la PCH, ce qui est le cas de l'APA, ce qui est le cas de la CNAV, où on peut donc, inciter l'administration qui va traiter le dossier à le faire passer en urgence parce qu'on va faire valoir certains éléments qui sont des éléments importants, dans l'état de fragilité, de vulnérabilité de la personne qui nous sollicite et donc on va insister là-dessus pour que le dossier passe vite. bien Après, sûr. vite, pour la MDPH, ça reste quand même très relatif. En temps normal, un dossier à la MDPH, il faut plusieurs mois, je dirais 6 à 8 mois pour qu'il soit traité. Ah oui, Au niveau de l'APA, il faut compter à peu près, allez, 1 mois et demi, 2 mois. 2 mois, c'est un délai raisonnable et au niveau de la CNAV, on est à peu près sur les mêmes délais de traitement. d'accord, à peu près 2 mois et on avait une question sur les tarifications, tes tarifications pour constituer ce type de dossier, Valérie. Là, on rentre dans le le très précis. Alors, ma tarification à ce jour, elle est, contractualisée sur, la consultation. C'est-à-dire que chaque D'accord. consultation a une tarification de 65 €. Mmh. Après l'accompagnement social que moi je propose peut très bien se formaliser autour d'une consultation, mais peut nécessiter 2, 3 consultations selon la situation de la personne, selon la problématique, qui va en émerger et
selon aussi la constitution des dossiers qu'il faudrait faire. Bien sûr, et on rappelle quand même que, dans la plupart des communes, ou à l'échelle d'une communauté d'agglomération, on a aussi des assistantes sociales qui Oui, interviennent, tout à fait. et qui sont, pour le coup, là, entièrement financées par vos agglomérations, les communes. Donc, il y a Exactement. C'est-à-dire que plusieurs dans chaque commune, il y a des centres d'action, centre communal d'action sociale, où on peut effectivement s'adresser à une assistante sociale spontanément. Enfin, spontanément moins en ce moment, il faut prendre bien rendez-vous. sûr. Mais oui, oui, elles sont tout à fait sollicitables. Très bien. Donc on a plein d'autres questions, donc je vais les balayer si tu veux bien Valérie, qu'on prenne, quelques minutes. Alors on avait la question sur le délai entre le montage du dossier et la réponse, donc bon effectivement là tu nous l'as Mm. donné. Est-ce que l'on peut, cumuler un dossier aide l'habitat via la CNAV, sollicité par Solia et un dossier ANA? Alors si, Solia sollicite la CNAV, est-ce que, les 2 aides CNAV en fait et ANA sont, Ah oui, cumulables? totalement. Les, Parfait. les seules aides qui ne sont pas cumulables, c'est APA, CNAV, MDPH. Elles ne sont D'ac pas cumulables entre elles. Après, on peut tout à fait cumuler ANA, MDPH, ANA, APA, ANA, CNAV. Bon, je n'ai pas encore parlé du dernier dispositif qui est celui d'Action Logement, mais qui lui aussi est tout à fait cumulable avec l'APA, avec la CNAV ou avec la MDPH. Les seules qui ne sont pas cumulables entre elles, c'est celles qui sont issues des administrations, Conseil général, MDPH et caisse de retraite. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on doit passer obligatoirement par Solia ou l'ADIL pour faire appel, j'imagine, aux aides de l'ANA, ou on peut passer en direct par, Non, on n'est non? pas obligé de passer par eux. Alors, Solia, c'est un organisme qui va proposer une prestation qui sera similaire à celle que, enfin, en tout cas, c'est une prestation d'accompagnement, en fait. Voilà. D'accord. Après, C'est ça. les aides et les dispositifs, enfin, c'est-à-dire qu'ils vont actionner les mêmes aides et les mêmes dispositifs que ceux que d'autres travailleurs sociaux ou d'autres partenaires pourraient également activer, quoi. Bien Donc, sûr. c'est une prestation d'accompagnement comme un autre. Très bien. On a aussi une question sur l'ANA. Françoise nous demande, est-ce qu'il ne faut pas faire attention à ne pas commencer les travaux avant d'avoir la Ah réponse de non, l'ANA? surtout pas, surtout pas. Donc il ne faut pas commencer les Non, travaux avant d'avoir la réponse. non, non, surtout pas. Très bien. Enfin, non, non, c'est sur facture, hein, alors, Oui. et par contre, il y a un délai de 3 ans. Une fois on a l'accord de l'ANA, on a 3 ans pour effectuer les travaux. Mais par contre, il ne faut surtout pas les commencer avant. Avant. D'accord, c'est noté. J'ai Marie-Thérèse qui nous dit qu'elle est retraitée de la fonction publique et du régime général. Ma Ouais, retraite principale est celle de la fonction publique. ouais. A priori, elle n'est pas éligible aux aides de la CNAV, là, dans ce cadre. Non, en fait, alors, ça ne sera pas la CNAV, ça sera sa caisse de retraite. Ah, d'accord. Donc, il est possible, je crois que c'est la CNRACL, hein, pour le régime de la fonction publique. Oui, en fait, bon, il existe plusieurs régimes de retraite qui sont rattachés à des branches de métier de façon spécifique. Mais chaque caisse de retraite a la possibilité de dégager une prestation, un dispositif de prise en charge financière similaire à celui de la CNAV. Donc, si ce n'est pas la CNAV, ça sera sa caisse de retraite. Mais c'est tout à fait possible. Très bien. Bah, merci beaucoup Valérie pour toutes ces réponses. Je vais essayer de répondre par écrit aux autres questions parce qu'il y en a beaucoup D'accord. et c'est parfait. Et puis on reprendra de toute façon un petit temps s'il y a d'autres questions. Mais merci pour toutes ces réponses. Ok, je continue. Alors, donc oui, alors il y a un autre dispositif que je voulais un petit peu vous présenter également. Alors ça fait toujours partie du dispositif de l'ANA, donc c'est pas habiter facile, c'est habiter mieux. Et il a cette particularité qu'il est plus ciblé sur tout ce qui est transition énergétique et notamment aussi dédié plus particulièrement aux copropriétés et aux collectivités. Donc, je trouvais que c'était intéressant, voilà, de vous faire un petit peu cette petite parenthèse parce que la transition énergétique, ça peut être aussi nécessaire, enfin en tout cas
répondre à un besoin qui est aussi besoin de l'aménagement du domicile. Donc, c'est une aide collective pour la rénovation énergétique permettant au moins une économie, enfin en tout cas une transition d'au moins 35%. Alors, les critères d'éligibilité à ce dispositif-là, qui est toujours un dispositif qui est rattaché à l'ANA, d'abord, il faut que la copropriété soit absolument immatriculée au registre national des copropriétés. Bon, ça, en règle générale, ce sont les syndics de copropriété qui s'en chargent. Il faut être une construction de plus de 15 ans, donc comme on l'a vu précédemment, c'est la même chose. Il faut avoir 75% des lots de la copropriété qui sont occupés en résidence principale, donc pas en résidence secondaire. Avoir une étiquette énergétique toujours au niveau de la copropriété, donc ça s'évalue via un bilan énergétique qui peut être fait sur comment ça s'appelle ? Enfin, c'est du diagnostic immobilier, voilà, je cherchais le terme. Donc, avoir une étiquette énergétique entre D et G, donc ça veut dire qu'il y a quand même une consommation énergétique importante. Et avoir aussi un impayé de charges compris entre 10 et 25%. Alors, 10 à 25%, la fourchette est un petit peu large, mais ça dépend surtout du nombre de lots. Ça sera plutôt entre 8 et 15% pour des copropriétés qui ont plus de 200 lots et plutôt entre 15 et 25% pour des copropriétés qui ont moins de 200 lots. Voilà. Donc, c'est un dispositif qui s'appelle Habiter mieux sérénité, et pour les propriétaires qui, eux, habitent une maison individuelle, ça s'appelle Habiter mieux agilité. D'où la petite nuance. Le montant de l'aide qui, elle, est attribuée, elle est de 180 € pour l'assistance à maître d'ouvrage par lot, donc par habitation, et on peut aussi bénéficier d'une aide qui va jusqu'à 5 250 € pour les travaux, ce qui comprend donc les travaux, mais également la main-d'œuvre, également par lot, à laquelle peut se rajouter une prime de 1 500 € pour le gain énergétique. Donc, chaque demande doit faire l'objet de vote, évidemment, en assemblée générale. Ça, ce sont évidemment les syndics de copropriété qui l'organisent. L'ANA valide d'abord la prise en charge pour l'assistance à maître d'ouvrage, puis ensuite l'aide financière aux travaux. Donc, l'assistance à maître d'ouvrage qui est saisie donc par le syndic de copropriété et qui accompagne ensuite le syndic de copropriété dans la demande d'obtention d'aide financière. Donc, la nature des travaux, ça concerne l'isolation thermique, le remplacement des menuiseries, l'isolation de la toiture, la réfection du système de ventilation, l'isolation des façades, le remplacement de la chaufferie. Donc, ça peut être pertinent quand on habite un logement qui est insalubre, qui peut avoir un impact direct sur votre état de santé. Si effectivement vous êtes dans cette situation-là et que votre logement est totalement inadapté au niveau de la transition énergétique parce que voilà, ça vous impacte directement, bah, ça peut rentrer dans ce type de dispositif. Donc, les travaux doivent être réalisés, là pareil, dans un délai de 3 ans maximum, et évidemment ne s'effectuent que sur facture. Ne s'effectue effectivement que sur facture. Je vous présente le dernier dispositif, qui est celui d'Action Logement. Donc, qui, comme je le disais tout à l'heure, est tout à fait cumulable avec les 3 premiers dispositifs que je vous ai présentés, qui est celui de la MDPH, du Conseil général de l'APA, mais également celui des caisses de retraite. Donc, ce dispositif-là, Action Logement, c'est aussi un gros organisme. Donc, c'est un dispositif qui propose une subvention de 5 000 € maximum. Donc là, c'est une subvention qui est plafonnée, qui est destinée aux retraités du secteur privé âgés de plus de 70 ans, mais aussi à des salariés ou retraités du secteur privé de plus de 60 ans, mais qui, par contre,
peuvent justifier d'un GIR entre 1 et 4. Donc là, je rappelle, le GIR entre 1 et 4, ce sont des personnes qui ont une perte d'autonomie, on va dire notable, ou en tout cas qui est inscrite dans le temps. Action Logement peut également être sollicité pour un parent âgé de plus de 70 ans avec un GIR de 1 à 4, mais hébergé chez un enfant qui est, lui, est issu, enfin en tout cas salarié du secteur privé. Peut être également concerné des propriétaires bailleurs dont le locataire correspond à l'un des 2 premiers profils. Et évidemment, c'est soumis toujours à conditions de ressources. On a une question, Valérie, sur ce que vous entendez par secteur privé. Qu'est-ce qu'un retraité du secteur privé? C'est un retraité d'une entreprise, d'une association, d'une institution à but privé, à but non lucratif ou lucrative, mais en tout cas pas issu de tout ce qui est fonction publique, territoriale, voilà, tout ce qui est organisme privé. Et on prend toujours, j'imagine, la retraite principale. Si on a eu plusieurs, par exemple, métiers, comment est-ce qu'on sait justement si on est privé ou public? Ah oui, c'est toujours l'activité principale ou en tout cas l'activité la plus longue. D'accord, très bien. Et Mélanie nous demande est-ce que c'est possible d'obtenir les barèmes? Alors, les barèmes de ressources peut-être? Oui, alors en fait, mais c'est pour l'ANA, mis à condition de ressources, c'est-à-dire qu'il y a 2 catégories qui rentrent en compte, ce qu'on appelle les revenus très modestes ou les revenus modestes. Alors après, en fonction de la géolocalisation, c'est-à-dire de là où on se situe, il y a par exemple pour un couple, donc 2 personnes en Île-de-France, le plafonnement pour les revenus très modestes est de 30 000 € à l'année. Je vous donne une fourchette approximative, hein, je n'ai plus les chiffres exacts J'ai en tête. trouvé un PDF, je vais vous envoyer là dans la conversation avec les chiffres exacts, mais oui, c'est effectivement. Voilà, on est aux alentours de 30 000 € et pour les revenus dits modestes en Île-de-France, on est sur un plafonnement à 36 000 € et 36 700 et quelques euros à l'année. Très bien. Voilà. Donc ça, ce sont des plafonnements il ne faut pas dépasser, sinon on ne peut pas prétendre à ces aides. Donc c'est valable pour l'ANA et c'est valable pour l'Action Logement. C'est-à-dire que les critères d'éligibilité en termes de ressources sont les mêmes pour ces 2 dispositifs. Très bien, super, merci beaucoup. Voilà. Alors par contre, les plafonds sont un tout petit peu plus bas quand on sort de l'Île-de-France. Donc pareil pour un couple hors Île-de-France, on est plutôt sur 21 700 € et pour un couple sur les revenus très modestes et pour les revenus modestes, pour le même couple mais hors Île-de-France, on est aux alentours de 27 900 €. Voilà. Je ne sais pas si c'est très justifiable. Enfin, voilà, en tout cas, c'est les critères qui sont posés aujourd'hui au niveau des ressources. Alors, donc l'Action Logement va intervenir sur un projet qui va porter au moins sur 3 opérations. La première, donc c'est fourniture et pose de douche ou solution carrelée plus robinetterie. La deuxième, c'est fourniture et pose d'un lavabo pour personnes à mobilité réduite. Et la troisième, fourniture et pose d'un WC rehaussé ou d'une barre d'appui ergonomique. Mais peuvent être financés en complément de ces 3 points-là que je viens de citer. Bien sûr, tout ce qui est fourniture, pose d'une paroi de douche, barre d'appui ergonomique, siège de douche, revêtement de sol et de mur, réfection électrique, éclairage de sécurité et autres si nécessaire et si besoin. Voilà. Tout ce que moi je vous cite, c'est évidemment non exhaustif, hein, la liste est bien plus longue. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il y a ces 3 points principaux
donc, que j'ai cités préalablement. Donc, il faut au moins que ça porte sur un de ces 3 points et ça peut être associé à d'autres aménagements comme cela. Alors, sur comment constituer un dossier, donc effectivement, là, il faut pouvoir faire, enfin, en tout cas, solliciter ce qu'on appelle une assistance à maîtrise d'ouvrage, qui, elle, donc, va faire l'évaluation des besoins de la personne, évaluer donc quels vont être les aménagements qui, eux, vont être nécessaires, et pouvoir ensuite proposer des devis liés à ces aménagements-là. Donc, en collaboration avec des entreprises qui, elles, effectueront les travaux. Donc, le versement des fonds, elle se fait évidemment sur facture présentée de moins de 3 mois, et les travaux réalisés dans un délai de 12 mois suivant l'accord d'Action Logement. Donc, on retrouve l'idée de ne pas faire les travaux avant d'avoir eu l'accord justement Ah oui, d'Action non, Logement. mais là, on est, enfin, quasiment tous les dispositifs fonctionnent comme ça. C'est-à-dire qu'il ne faut surtout pas, bon, on peut faire des devis, ça, il n'y a pas de souci. Il faut que les devis soient présentés. Il faut qu'ils soient datés de moins de 3 mois, mais tous les travaux ne doivent pas être initiés sans en avoir l'accord, parce qu'on peut très bien se heurter à un refus, hein. C'est pas, Oui. bon, c'est très rare, il n'y a pas de raison que ça arrive, mais c'est pas impossible. Ou en tout cas, engager des travaux qui, finalement, pour lesquels on n'aura pas la totalité de la somme demandée. Oui, ça peut être effectivement un des risques. D'accord. Donc, ne pas s'engager là-dedans. Voilà, donc comme je le disais tout à l'heure encore, c'est Action Logement est tout à fait cumulable avec l'APA, avec la CNAV, avec l'ANA, avec la MDPH. Donc c'est Très vraiment une aide qui se cumule avec tout. Les seuls dispositifs ne se cumulant pas, je le répète, c'est l'APA, la caisse de retraite et la MDPH. Très bien. Donc j'ai toute une série de questions, Valérie, à te poser. J'ai notamment Alain qui effectivement est très actif. Donc je remercie Alain et puis tous ceux qui on pose des questions, qui sont actifs et très attentifs à tout ce que tu nous dis, Valérie, qui est vraiment très intéressant, très précis. Et c'est vrai qu'on a cette chance de t'avoir là pour répondre à nos questions. Donc je vais en profiter. Voilà, alors on a une question d'Alain que je trouve intéressante qui est, est-ce que pour choisir un artisan, donc quand on fait ces demandes de devis, est-ce qu'il y a un label, une norme qui est requise ou on peut demander à n'importe quel artisan? Comment ça se passe ce choix d'artisan? Non, normalement, il doit y avoir un label, c'est-à-dire qu'en fait, il doit y avoir un agrément. D'accord. Alors, je me demande si l'agrément, ça s'appelle pas un agrément RGE ou quelque chose comme ça. Je le connais pas précisément, mais non, l'artisan, vous pouvez pas solliciter n'importe quel artisan. Il faut que l'artisan puisse être agréé, ou en tout cas qu'il ait une norme pour pouvoir effectuer ce type de travaux. Ce type de travaux. On nous dit handibat, Marie nous dit handibat. Effectivement, Joanne nous dit aussi soit les pros de l'accessibilité FFB ou les artisans handibab, là c'est la CAPEB. Oui. Voilà, il y a effectivement. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pour demander les devis, on va privilégier des artisans qui ont cette sensibilité, cette connaissance en fait de l'adaptation du logement et du handicap. Oui, de toute façon, au préalable, et ça, c'est demandé, en tout cas, si ça n'est pas fourni, ça peut être demandé, et notamment par des organismes comme la MDPH. Il faut qu'il y ait une évaluation d'ergothérapeute qui se fasse, hein. D'accord. Il faut que le besoin de la personne en termes d'aménagement du domicile puisse être évalué, il faut que ça puisse être ajusté, il faut que ça soit adapté, et cette évaluation, elle ne peut passer que par l'évaluation d'un ergothérapeute. Donc quand elle n'est pas au préalable faite, c'est-à-dire avant l'établissement de devis, qui sont proposés par une entreprise agréée, ça arrive que des organismes comme la MDPH la demandent. D'accord. Une évaluation d'ergothérapeute à domicile
pour s'assurer que les aménagements qui, eux, sont sollicités pour le financement soient effectivement bien adaptés à la personne et aux besoins de cette personne. Bien sûr. Donc, c'est là où on revient effectivement sur la première question que j'avais, une question que j'ai eue plusieurs fois. Comment faire pour avoir ce diagnostic ergothérapeute et est-ce que c'est payant ce diagnostic ergothérapeute? Alors, bon là, je ne pourrais pas vous Est-ce répondre. que peut-être Constance pourrait nous répondre? Je ne sais pas si elle est encore là. Ah, superbe. Bah oui, Oui, je là, vous écoute, je suis très, très attentive. Donc Constance, on a une question qui est revenue plusieurs fois. Donc toi qui es ergothérapeute, là c'est parfait, on a la bonne personne. Comment on fait donc on a ce projet, on imagine on a ce projet d'adapter son logement. On a bien compris qu'il y avait des aides possibles avec pas mal d'infos, enfin beaucoup d'infos qu'on a eu par Valérie. Comment est-ce qu'on fait pour demander un diagnostic ergothérapeute? Par quel biais? Qui est-ce qu'on appelle? Et combien ça coûte? Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est pris en charge? Alors, bon, vous pouvez appeler Adaptia. Par hasard, voilà. Je vais vendre mon service. Non, en fait, vous pouvez faire appel à des ergothérapeutes libérales. Donc, soit il y en a dans votre commune, mais sinon, vous pouvez en effet appeler Adaptia, puisque nous, en fait, on a un réseau d'ergothérapeutes libérales. Donc, on se charge en fait de vous trouver l'ergothérapeute qui peut intervenir à votre domicile assez rapidement et vous rédiger un compte rendu. Après, il y a certaines villes qui proposent. Alors, au niveau financement, en fait, l'ergothérapeute n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc, vous pouvez vous adresser à votre ville parce qu'il y a certaines villes qui peuvent prendre le financement de la prestation. Il y a des bailleurs aussi qui prennent en charge la prestation des ergothérapeutes et du coup, si vous faites une demande pour un aménagement de domicile, à ce moment-là, le bailleur peut vous accompagner dans cette démarche-là, notamment l'intervention de l'ergothérapeute. Et sinon, vous pouvez voir aussi auprès de votre mutuelle, caisse de retraite ou caisse complémentaire s'il y a des financements possibles. Voilà. Oui, on nous dit effectivement que la GIR Carco proposerait effectivement un bilan ergothérapeute voilà, qui peut intervenir. Donc ça dépend, tout le monde ne le fait pas, mais voilà, adressez-vous d'abord à ces organismes-là pour voir s'il y a une prise en charge ou pas. Oui, et effectivement, comme on le disait, Constance et Adaptia, alors Alain nous disait pub déguisée. Oui, alors c'est un de nos partenaires, donc on met en avant, et sur toute la France. Donc ça, il n'y a pas de souci. Il y a bien sûr d'autres structures dont j'ai quelqu'un qui vient de citer. Il y a aussi merci Julie. Voilà, alors merci Julie, ils sont également sur toute la France. Après, je ne sais pas s'ils font des interventions de manière ponctuelle pour un particulier. Oui. Et on a aussi, on nous parlait de Solia qui a aussi des ergothérapeutes, donc c'est aussi une autre solution, une autre possibilité. Voilà, cadre en fait d'un dossier où il y a une demande Solia, vous avez les ergothérapeutes de Solia qui peuvent intervenir. Après, de temps en temps, même pour la MDPH, ça peut être intéressant d'envoyer votre dossier avec déjà le compte rendu de l'ergothérapeute parce que ça peut faire gagner du temps. Donc, dans ces cas-là, si vous n'avez pas de prise en charge, c'est à vos frais, mais par contre, ça peut vous faire gagner du temps sur les démarches après. Sur le dossier, et on nous parle aussi du service Orisea. Je vous ai mis tout à l'heure pour Malakoff Humanisme, mais ça marche pour toutes les caisses complémentaires Agir Carco. Il y a effectivement un numéro unique avec des conseillers qui peuvent vous venir en aide et vous expliquer un petit peu effectivement ce à quoi vous avez le droit selon votre cas particulier, parce que là on a fait un cas général, mais finalement selon votre ville, selon votre caisse de retraite, selon votre département, vous allez avoir des aides différentes. Donc, c'est là où on est vraiment sur l'intérêt d'avoir un diagnostic individualisé. Et c'est pour répondre du coup à Alain qui demande comment faire très vite. En fait, il faut s'entourer de professionnels qui du coup maîtrisent le sujet. Donc, vous avez premièrement l'assistante sociale qui va pouvoir vous dire de quoi vous avez le droit.
Par exemple, si vous êtes locataire chez un bailleur, du coup, qui va vous aider à faire votre dossier pour le bailleur. Et puis, du coup, ça se trouve, en fait, le bailleur va prendre en charge les travaux, la prestation de l'ergothérapeute, et ça ne sera pas si compliqué que ça. Mais si c'est pas le cas, à ce moment-là, l'assistante sociale vous accompagnera dans les dossiers et l'ergothérapeute vous aidera à ce que le dossier soit complet dès le début, quoi. Surtout que dans les sollicitations, notamment auprès de l'ANA et d'Action Logement, tout ce qui est de l'évaluation d'ergothérapeutes, c'est pris en charge dans le financement. Il y a une partie qui est financée par ces organismes-là, ce qui n'est pas forcément le cas. Enfin, je veux dire, il n'y a pas forcément de budget. Alors après, effectivement, on peut solliciter des organismes privés comme les mutuelles, ça c'est tout à fait possible. Il y en a qui le font, mais ce qui n'est pas forcément le cas dans des organismes institutionnels comme l'APA, la MDPH ou la CNAF. Mais ça fait partie intégrante sur la prestation d'évaluation en ergothérapie, c'est aussi partie de l'enveloppe budgétaire qui va être attribuée dans le cadre de l'aménagement du domicile par l'ANA et l'Action Logement. Oui, on a des éléments sur des questions sur l'aspect, si on est locataire, il faut effectivement demander l'accord de son bailleur si on fait des modifications. Et s'il n'y a pas accord du bailleur, c'est vrai que ça c'est une bonne question. Si le bailleur bloque pour changer par exemple une baignoire en douche, est-ce qu'on a un recours possible ou on est bloqué finalement et on doit changer de logement dans ce cas-là? Après, ça dépend du bailleur parce que si c'est un bailleur privé, c'est compliqué parce que quand on est face à un bailleur social, on peut toujours essayer. Valérie, on t'entend un petit peu moins bien. Je sais pas. Pardon. Je disais que si on est face à un bailleur social, c'est toujours, en tout cas, il y a peut-être une marge de négociation qui est peut-être plus facile que quand on est face à un bailleur privé. Après, il faut juste savoir qu'en fait, le bailleur n'a aucune obligation de faire les travaux. D'accord. Donc, en fait, je ne crois pas qu'on puisse faire un recours auprès d'un bailleur. Ce qu'il peut faire, c'est, s'il n'accepte pas de financer les travaux, il peut éventuellement vous les accorder et après, c'est à vous de trouver le financement pour les travaux. Mais je crois que le bailleur n'a pas d'obligation d'adapter le logement de ses locataires. Très bien. Et effectivement, Marie nous dit Action Logement, c'est une solution qui est rapide. C'est vrai que c'est un dispositif qui est assez récent et qui semble assez efficace, donc peut-être à tester, mais et en plus dans lequel le diagnostic ergothérapeute, qui est la première pierre indispensable, est inclus. Oui. Et d'ailleurs, qui peut être saisi directement. Action Logement développe de plus en plus d'accès direct sur des plateformes qui sont en ligne, qu'on peut saisir aussi directement. D'accord. Et on a Joanne qui nous dit, a priori, le bailleur ne peut plus s'opposer aux travaux. Alors, est-ce qu'il y a une loi ou quelque chose? N'hésitez pas à nous dire. Non, mais il ne peut pas s'opposer, mais il n'est pas obligé de les financer. C'est ça. D'accord, ok. Oui. Donc, on peut les faire, ça c'est sûr, mais par contre, il n'y a pas obligation de les financer. Ça, c'est évident. Ouais. Très bien. Alors, je vais reprendre le contrôle. Donc, on a eu plein de questions. Merci beaucoup pour toutes ces questions. Je vais finaliser cette conférence. Je laisse, si vous voulez, Valérie, Constance, il y a plein de questions qui arrivent par le chat, y répondre voilà, au fur et à mesure. Et moi, je finalise. Donc, comme vous êtes participant à cette visioconférence, je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction. Vous en avez l'habitude pour la plupart. C'est pour nos financeurs, donc très important pour nous, pour prouver déjà que vous étiez là et qu'on a bien fait notre travail, on l'espère, et puis savoir si on l'a bien fait d'ailleurs, et aussi avoir des idées, des retours d'autres thèmes qui pourraient vous intéresser pour de prochaines sessions, parce qu'on essaye au maximum de coller avec votre besoin et les thèmes qui vous intéressent. Donc, en termes de contact, je vous remets donc cabinet Imago, Valérie Morin, son téléphone portable 06 62 15 11 57 et valérie@cabinet-imago.fr et Adapsia, donc Constance Leblanc, qui est un réseau d'ergothérapeutes, constance.leblanc@adapsia.fr.
et le site adaptia.fr. Et oui, vous aurez la possibilité de voir le replay. Je vous enverrai très rapidement, là vous allez le recevoir vers midi, le replay de cette visioconférence. Donc vous pourrez re-regarder, reprendre les éléments, parce que je sais que ce n'est pas forcément évident. Et la semaine prochaine, on se retrouve le jeudi 17 décembre à 10h30 pour la visioconférence sur le tri des livres. Donc, je vous invite à vous inscrire sur le site movadom.eventbrite.com. Le tri des livres, on va trier ces bibliothèques, on va faire de la place. On sera peut-être, on ne sait pas, déconfiné, mais en tout cas, je vous invite à venir nombreux sur cette prochaine visioconférence. Et on remercie bien sûr nos financeurs, le département des Hauts-de-Seine, la conférence des financeurs, par la CNSA. Si vous avez des questions sur les visioconférences, vous pouvez me contacter sur contact@movadom.com. À la semaine prochaine.